Bonsoir. Oui. Merci à vous tous d'être présents. Merci à Alain Badiou d'avoir accepté notre invitation. Alain Badiou, dans votre dernier livre intitulé La vraie vie, publié par les éditions Fayard, vous appelez à corrompre la jeunesse, grief dont Socrate fut accusé lors de son procès avant d'être condamné à mort. À l'instar de Platon, votre maître grec, le philosophe roi, vous incarnez une forme d'aristocratie philosophique tout en continuant à défendre et à penser les idéaux et les engagements communistes de votre jeunesse. Vous êtes normalien, agrégé de philosophie, vous avez longtemps enseigné à l'école normale supérieure, vos deux parents eux-mêmes étaient normaliens, votre père mathématicien, votre mère littéraire, et en un sens, votre œuvre cherche à réconcilier ces deux voies, ces deux massifs, rationalité mathématique d'un côté et poésie, émotion subjective de l'autre. Vous avez publié des sommes métaphysiques ardues, des traités systématiques comme L'être et l'événement ou Logique des mondes, mais aussi des romans, des pièces de théâtre, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, et aussi des textes d'intervention politique, parfois polémiques, toujours engagés, ainsi que des essais grand public qui vous ont apporté une autre audience. Je pense bien sûr à De quoi Sarkozy est-il le nom et Éloge de l'amour. Donc pour toutes ces raisons, Alain Badiou, vous êtes le philosophe français contemporain peut-être le plus clivant, en tout cas le plus lu et le plus traduit dans le monde. Donc comme je le disais, votre dernier livre parle des jeunes d'aujourd'hui et de la grande désorientation qu'ils vivent face au monde contemporain. Et vous remarquez que notre époque est obsédée par cette jeunesse qu'elle exalte notamment à travers l'idéologie du jeunisme, et qu'en même temps notre société en a très peur de cette jeunesse. Donc ce sera ma première question. Comment on peut comprendre ce paradoxe ? Je crois que pour comprendre la situation actuelle de la jeunesse, il faut avoir une vision un peu synthétique du monde tel qu'il est aujourd'hui. Depuis la victoire incontestable du capitalisme mondialisé et de la société qu'il construit, nous avons un monde dans lequel, d'une certaine manière, l'important est de trouver une place, d'être vainqueur dans la compétition et la concurrence, de s'installer le mieux possible dans la dynamique qui est celle de la circulation des marchandises, des capitaux, des idées, etc. Et évidemment, c'est une lutte âpre, difficile, et dans laquelle, comme on sait, en fin de compte, les vainqueurs sont un petit nombre. Alors ça d'un côté. Et si l'on refuse cette règle, alors on est travaillé par la nostalgie d'un univers ancien, hiérarchisé, moins mobile, moins concurrentiel, et où les valeurs symboliques sont plus fixées et plus traditionnelles. Alors c'est ce monde-là dans lequel les jeunes arrivent, et quand ils sont au bord de ce monde, quand ils se demandent quel va être leur choix finalement, je pense qu'il y a réellement une sorte de désorientation parce que, après tout, ni l'une ni l'autre de ces deux voies ou de ces deux tentations ne promettent un avenir clair et passionnant. La première, au fond, c'est une figure de l'installation concurrentielle dans le monde tel qu'il va, tel qu'il est, et la seconde orientation est une rétraction passéiste vers des valeurs dont on peut penser que elles sont affaiblies, voire détruites depuis longtemps. Alors voilà, dans ces conditions, la jeunesse est divisée, évidemment. Elle est divisée par ce choix ou par cette absence de choix. Et il y a une part de la jeunesse qui trouve en effet sa place, qui s'installe dans ce monde plus ou moins bien. Et puis il y a une part de la jeunesse qui se sent exclue, mise à part, et qui rumine en quelque sorte cette insatisfaction, cette errance,
Et la première jeunesse est admirée. Elle est la jeunesse du monde, comme ça, du monde tel qu'il est. Et finalement, les anciens veulent rester jeunes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit courir dans les bois avec avec tout de même, par précaution, des cadrans pour regarder leur tension artérielle avant de tomber. Et donc ça, c'est le jeunisme, en effet. C'est l'idée qu'il faut être éternellement jeune. Pourquoi? Pour être éternellement un bon combattant de la société concurrentielle. Puis de l'autre côté, il y a cette jeunesse qui fait peur, en effet, la terrible jeunesse des banlieues, des faubourgs, qui est comme un spectre qui hante nos sociétés, notamment les grandes villes du monde occidental. Et je crois que l'ensemble de ce panorama indique une chose certaine, c'est que la jeunesse aujourd'hui est dans une situation extrêmement complexe de division, de désorientation, et où le choix d'une vie qui est une vie pourvue de sens, aux deux sens du mot sens, une orientation d'un côté, une signification de l'autre, est devenu extraordinairement difficile. D'où aussi des crises que tout le monde connaît, la crise de l'école, la crise de l'enseignement professionnel, la crise de la carrière, etc. Mais alors, qu'est-ce qui lui manque fondamentalement à cette jeunesse? Est-ce que ce sont les rites d'initiation dont vous parlez dans votre livre, et vous semblez regretter presque le service militaire pour les garçons, en tout cas, puisque votre livre est divisé en deux sections, une concernant les garçons et une les filles. Donc sur ces rites d'initiation. Je pense qu'on ne reviendra pas sur les rites d'initiation. C'était une dernière trace du vieux monde, ça. La jeunesse s'achevait par un rite d'initiation qui délimitait clairement la période de l'enfance et la période du monde adulte. Et ça, c'était dans un univers ancien, un univers relativement stable et hiérarchisé, dont le service militaire est la dernière formule, où le citoyen adulte était convoqué au service de la collectivité, au service de la patrie, au service de la famille, etc. Donc je crois que ce qui fait défaut, ce n'est pas de retrouver des rites d'initiation, ça je pense que c'est une voie archaïque, mais c'est de trouver de nouvelles figures de symbolisation. Parce que quand vous construisez un sujet, quand vous vous construisez vous-même, vous ne pouvez pas le faire sans un certain repérage de valeurs. C'est-à-dire sans savoir qu'est-ce que vous estimez, vous, qui, dans votre propre vie, vaut la peine d'être vécu, tout simplement. Et ça, c'est ce qui fait, à mon avis, largement défaut aujourd'hui, à partir du moment où on n'accepte pas l'idée que la seule chose qui est une valeur, en définitive, c'est quoi? C'est la réussite. Mais la réussite, c'est quoi? Son symbole est l'argent. Donc si vous n'acceptez pas qu'en définitive, la royauté du monde soit confiée à la réussite monétaire, à la réussite sociale, à la réussite monétaire ayant de pair, alors vous êtes démunis parce que la figure d'une autre valeur est manquante, absente, sauf si vous retournez vers le vieux monde. Mais si vous retournez vers le vieux monde, c'est quand même une figure dont on sait qu'elle est désastreuse, qu'elle est artificielle et éventuellement extrêmement violente et cruelle. Donc ces autres valeurs dont vous parlez, qui composent ce que vous appelez la vraie vie à la suite de Rimbaud, quelles sont-elles plus précisément? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente pour vous la vraie vie et quel type de vie le sujet peut expérimenter? Je pense que ce qu'on peut appeler la vraie vie est donc très, très prophète. Rimbaud disait, vous savez, qu'elle était absente. La vraie vie est absente, disait-il. Déjà à la fin du XIXe siècle, il disait cela. Mais je pense que, de quoi parlait-il? Il parlait d'une vie qui aurait été, au fond, à la hauteur du poème, quelque chose comme ça. Une vie qui aurait été par elle-même un poème. Une vie qui aurait été par elle-même quelque chose de dense, de passionnant, de singulier, et qui, en même temps, ne paierait pas pour cela le prix d'écraser les autres, de les dominer, d'être le meilleur. Donc je crois que ce que Rimbaud et nous pouvons dire, c'est que ce qui fait défaut dans le monde tel qu'il est, c'est une
symbolique, un ordre symbolique, un ordre de valeurs qui à la fois valorise ce qui est création, invention, nouveauté, dans tous les ordres, nouveauté artistique, politique, amoureuse, scientifique, et qui le fait dans un élément qui est suffisamment universel pour pouvoir soutenir une égalité. Alors je dirais qu'au fond ceci, le vieux monde, en un sens très large, était un monde qui organisait les valeurs par une hiérarchie stricte de l'organisation sociale. Alors c'était les grandes monarchies, c'était les grands corps ecclésiastiques, c'était les valeurs morales, c'était aussi l'acceptation en réalité qu'il y ait pour toujours des pauvres et des riches, des classes extrêmement stratifiées. Alors ce vieux monde, d'une certaine manière, le capitalisme lui-même l'a détruit. Il l'a détruit parce qu'il ne connaît rien de tout ça. Marx l'a très bien expliqué dans le manifeste. Lui, ce qu'il connaît, c'est ce que Marx appelait les eaux glacées du calcul égoïste, c'est-à-dire la soumission de chacun à la loi impitoyable du succès et de la fortune. Donc tout cela a été détruit, mais la recherche est nécessairement celle d'un autre système de valorisation qui ne soit pas quand même cette réduction au thème de la concurrence universelle et de la distribution des gens entre vainqueurs et losers, qui est quand même la normativité dominante dans le monde occidental. Et moi je dirais qu'il faut restituer un ordre symbolique quelconque qui donne à la vie un sens individuel créateur et singulier, mais qui en même temps est dans une ambiance générale bien plus égalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pourquoi, en une formule un peu abstraite, je dirais, ce à quoi nous sommes tenus d'orienter nos travaux, c'est en direction de ce que j'appellerais une symbolique égalitaire, c'est-à-dire qui remplacerait la symbolique hiérarchique d'autrefois et qui en même temps s'opposerait à la cruelle anarchie du monde du capital. Et ce capitalisme dans votre livre « Notre mal vient de plus loin » que vous avez écrit juste après les attentats parisiens du 13 novembre, vous écrivez que le capitalisme est une machine à désorienter les sujets. Est-ce que c'est un bon résumé Oui, je crois qu'il l'est, et de deux manières. Soit il les désoriente positivement, en les orientant définitivement dans l'idée qu'au fond il n'y a rien d'autre dans le monde que la réussite matérielle. Ce qui est une désorientation, parce que d'une certaine manière, cela veut dire marche sur les autres jusqu'à ce que tu possèdes ce que tu veux. Quelque chose qui, d'une certaine façon, est profondément en discordance avec l'existence de l'humanité tout entière. Alors, ça, c'est une première désorientation. Et puis, il y a une autre désorientation, c'est ceux qui sont frustrés, amers de n'avoir pas trouvé de place dans cette concurrence générale et qui, au fond, sont prêts à n'importe quoi pour avoir l'idée que, cependant, ils font quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose hors norme. Évidemment, cette recherche est une recherche paralysée, puisqu'elle est obligée de s'accrocher au vieux monde. Elle est obligée d'avoir des motifs religieux, hiérarchiques, autoritaires, etc., qui appartiennent tout à fait au vieux monde. Et comme toujours, lorsqu'on agit en fonction d'idées qui sont déjà mortes, eh bien, on est soi-même la proie de la mort. Et en fin de compte, la seule preuve qu'ils peuvent se donner que quelque chose peut être actif dans cette direction-là, c'est à la fois le crime et le suicide. Parce que remarquons que dans tous les effroyables attentats et meurtres de masse dont nous avons été les témoins stupéfaits ces derniers temps, ça se conclut toujours par le suicide des protagonistes. Donc la mort pour eux est la mort à la fois de l'autre et d'eux-mêmes dans une espèce de sacrifice final qui leur donne le sentiment absurde, mais le sentiment réel, d'exister, tout simplement. Et au fond, c'est la conquête de ce sentiment criminel d'exister qui éclaire ce type de personnage. Et tout de même, nous devons nous demander comment le monde peut procéder ce type de figure subjective. Et c'est ça que j'essaie d'éclairer. C'est ça que j'essaie d'éclairer en désignant le fait que l'hégémonie absolue de la représentation capitalistique et financière de la totalité
des relations productives et sociales engendre un univers de la concurrence, de la rivalité, et que ce défaut de symbolique de la solidarité, de symbolique de la communauté, a des effets mortifères. Voilà, je le crois. Oui. Et dans ce nouveau monde, l'actualité récente l'a prouvé, Daesh recrute de plus en plus de jeunes et même de mineurs, et parmi lesquels de nombreuses filles. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, c'est un peu du même ordre que ce dont nous parlions auparavant. C'est-à-dire, je pense que ça ne serait pas le cas si était proposée à grande échelle à la jeunesse une orientation positive vers un monde symboliquement nouveau, le monde égalitaire dans la mesure du possible que nous pourrions conquérir, et il ne serait pas obligé ou se sentir contraint d'avoir recours à des brutales références à un monde disparu. Vous savez, il y a un côté zombie dans ce genre de terrorisme, de meurtre de masse. Il y a un côté zombie, il y a un côté mort-vivant. Parce qu'en réalité, ils sont sur le fond de la mort des dieux, ou de la mort de leur dieu en tout cas, et ils payent le prix de mort à cette mort. Et cela, comment l'expliquer? Eh bien, on l'expliquera nécessairement que parce qu'aucune autre voie n'est proposée à ceux qui n'ont pas trouvé dans le monde de la concurrence une place véritable. Aucune autre voie n'est proposée qui prendrait à bras-le-corps le problème fondamental de la société d'aujourd'hui, qui est-il possible de créer un système de valeurs qui soit ancré dans l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes, et qui ne soit pas réglé par la fatalité de la concurrence féroce entre pays, entre grandes firmes, entre grands politiques, etc. Où finalement la norme de la victoire sur les autres est une norme constamment acceptée dans tous les niveaux de l'organisation sociale aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est bien joli, mais il faut aussi voir le monde du point de vue de ceux qui n'ont pas été vainqueurs dans ce conflit et qui sont quand même l'écrasante majorité, qui sont des milliards. Oui. Et cet idéal communiste égalitaire, il a pris une forme historique. Et comment vous répondez à cet argument qu'on doit souvent vous opposer, et que certains lecteurs de Télérama, suite à notre entretien paru fin août dans le magazine, ont réagi en rappelant le nombre, les millions de morts dus au régime communiste au cours de l'histoire. Donc comment vous répondez à cet argument? Bien, je dirais ceci, n'est-ce pas, l'hypothèse communiste, c'est-à-dire au fond l'hypothèse d'un monde qui ne serait plus réglé ou dominé à la fois par les propriétaires, leurs agents et les inégalités monstrueuses qui en découlent, cette idée a été formulée clairement dès le XIXe siècle. Le communisme est une création du XIXe siècle. Nous devons toujours revenir à cette création pour savoir de quoi il s'agit. Et il est très clair que ça se dispose en 4 grands principes qui sont liés les uns aux autres et qu'il faut tout de même avoir présent à l'esprit pour interpréter cette histoire tragique sur laquelle nous allons revenir. Je ne vais pas éluder votre question. Alors, ces 4 principes étaient premièrement, on ne peut pas accepter que le monde économique, productif, travailleur soit sous la coupe d'une aristocratie de propriétaires de capitaux extraordinairement restreinte et de plus en plus restreinte. Marx avait montré que le capital se concentrait de façon nécessaire et que donc les propriétaires authentiques des richesses du monde seraient de moins en moins nombreux. Nous savons aujourd'hui, par des statistiques officielles, que on peut compter que moins de 200 personnes aujourd'hui possèdent à peu près autant que 3 milliards d'autres. C'est une aristocratie plus réduite que l'aristocratie de l'Ancien Régime, n'est-ce pas? Il faut voir ça. Les nobles, c'était à peu près 10% de la population. Là, on est plus proche de 2 ou 3% que de 10%. Donc, il est possible, disait le communisme, de faire autrement. Il est possible d'organiser la production de telle sorte qu'elle n'ait pas cet effet de soumission à une
très étroite aristocratie de propriétaires et de managers. C'était le premier principe. Le deuxième principe, tout aussi important mais très oublié, c'est que le communisme affirmait qu'il n'était pas absolument nécessaire, inévitable, que le travail soit organisé à travers des divisions drastiques entre travail manuel et travail intellectuel, tâches de gestion et tâches d'exécution, etc. Et Marx mettait en avant ce qu'il appelait la figure du travailleur polymorphe, c'est-à-dire de celui qui pouvait circuler dans les différents ordres du travail, et il fixait ça comme tâche au communisme. Le troisième principe, c'était qu'il n'était pas certain qu'il faille maintenir à tout prix la forme autoritaire et nationale de l'État, que bien sûr, pendant une période peut-être longue, il fallait une organisation, un État éventuellement centralisé, mais que ce n'était pas le destin général des choses. C'est ce qu'il appelait le dépérissement de l'État, le processus du dépérissement progressif de l'État, c'est-à-dire la prise en main de l'ensemble des tâches par des organisations populaires locales, ramifiées. Et puis le dernier point, c'était qu'il n'était pas non plus nécessaire d'être voué pour toujours à l'hostilité plus ou moins rampante entre nations, c'est-à-dire à ce qui a été quand même la cause des boucheries guerrières les plus extraordinaires dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'était ça, communisme. Ça voulait dire une politique qui essaierait de s'inspirer dans toutes les situations concrètes particulières de ces quatre principes. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que l'interprétation générale de tout cela a été, pour faire tout cela, il faut prendre le pouvoir. Et la question du pouvoir, c'est-à-dire la question de l'État, est devenue centrale comme si elle résumait toutes les autres. Et c'est ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu en effet des révolutions qui s'inspiraient de cet idéal. Et donc on a eu, en un certain sens, un peu le contraire de ce que contenaient les principes, puisqu'on a eu la construction d'États extrêmement centralisés, violents, féroces, terroristes. Il faut dire qu'en plus ils étaient encerclés par les autres, qui les considéraient comme des anomalies dans le monde, et qu'on a eu donc ces extraordinaires violences, cette organisation du travail comme travail forcé, la production à tout prix, etc. Et en plus, une sorte de concurrence exacerbée avec l'autre monde, avec le monde occidental. Une concurrence qui n'avait aucune chance, en fin de compte, d'aboutir, puisqu'elle imitait sauvagement et de loin beaucoup des normes du monde qu'on critiquait. Voilà. Alors, cette phase est terminée, elle a échoué de façon complète, et donc nous sommes aujourd'hui confrontés à ce que j'appellerais la troisième période. Il y a eu la période de l'invention de l'idée au XIXe, il y a eu la période de sa tentative de réalisation par des moyens purement étatiques et autoritaires, c'est la deuxième période. Nous devons revenir aux principes fondamentaux du communisme du XIXe et trouver les voies d'un processus politique qui ne soit pas soumis à l'autorité absolue de l'État et de ses dirigeants. C'est une chose à faire, à inventer, et ça doit être notre invention. Donc la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui ne trouve pas grâce à vos yeux, et vous ne considérez pas que c'est le meilleur des régimes, ou en tout cas le pire peut-être, mais à l'exception de tous les autres, comme le disait Churchill. La question du régime politique est une question qui ne devrait pas venir en premier. Ce qui me frappe en voyant toutes ces controverses électorales, c'est que personne ne pose le problème sur le fond de la nature exacte de ce qu'on entend par société. Tout le monde fait comme si c'était une évidence, la société démocratique. Mais ce n'est pas du tout une évidence. Pas du tout une évidence. La démocratie aujourd'hui est un élément formel qu'il faut juger en tant que tel, mais c'est aussi, et je crois que presque tout le monde en fait l'expérience, le régime de la déception continue. C'est-à-dire, il y a une agitation électorale considérable, on fait comme si c'était d'une importance inouïe, comme si les uns et les autres appelaient des choix radicaux, etc. Après, on s'aperçoit assez vite qu'ils font tous la même chose. Ils font tous la même chose, pourquoi? Pas parce qu'ils sont mauvais ou... Non, ils font la même chose parce qu'une fois au pouvoir, ils s'aperçoivent que dans ce monde que j'ai un peu décrit là, dans ce monde-là, on n'a pas de marge de manœuvre très grande, ce n'est pas vrai.
On est obligé de continuer, sinon il va falloir payer la dette, etc., etc. Donc on est pris dans un monde, dans un univers dont la structure interne empêche des variations considérables. Donc je pense que dans cet espace-là, il n'y a que de très petites différences en réalité. C'est pour ça que c'est un régime de la déception continue, parce que pour se faire élire, il est obligé de faire croire qu'il y a quand même une différence assez grande. Et après, ce n'est qu'après qu'on s'aperçoit que cette différence était en réalité très petite. D'où la déception qui fait qu'on va voter pour les autres. Et c'est ce qui est appelé en démocratie le régime de l'alternance. Mais s'il y a alternance, c'est que vous n'avez pas beaucoup changé le monde quand même. Puisque ceux qui en étaient les maîtres avant peuvent revenir tranquillement. Donc vous leur avez simplement chauffé la place. Et donc, je conçois qu'on s'engage dans ce jeu-là, pourquoi pas. On peut, après tout, dire une petite nuance, c'est toujours une petite nuance. Hein, et s'accommoder de ce qu'elle sera encore plus petite que prévu, mais ça, c'est la loi du genre. Enfin, au niveau qui est le mien, celui du philosophe et même du militant engagé qui a traversé des péripéties complexes, c'est quand même, ça ne résoudra pas les problèmes véritables de nos sociétés parce que ça demande un choix beaucoup plus profond et beaucoup plus radical. À propos déjà de nos sociétés, après la guerre de 14, qui avait été pour lui une épreuve extraordinairement frappante, Freud, le grand Freud, parlait de malaise dans la civilisation. Alors je pense que c'est ça, il y a un malaise dans la civilisation, ce qui est beaucoup plus profond que la question de savoir si on va préférer Macron à Bayrou. Voilà. Et ça, on peut préférer Macron à Bayrou. Je veux dire, c'est pour moi très étrange, mais... Vous préférez Bayrou. Hein? Vous préférez Bayrou. Oui, moi, non, je décerne de temps en temps à Bayrou le titre de le moins nuisible des candidats. Ne prenez pas ça pour un argument électoral. Et dans votre cas, vous ne voterez pas en mai 2017 C'est-à-dire, je ne voterai pas parce que je ne peux plus voter d'une certaine façon. Vous comprenez, dans la position où je suis, dans le message que j'essaie d'adresser à la jeunesse et à tout le monde, je n'ai, du point de vue des principes qui sont les miens, je ne vois rien dans le paysage électoral qui m'incite à voter. Donc c'est vrai, je ne vote plus depuis juin 1968. Et je crois être un peu trop vieux pour rentrer dans le jeu aujourd'hui. Enfin, surtout que ce jeu n'est quand même pas tellement plus passionnant qu'il n'était à l'époque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous préférez vous concentrer sur la corruption de la jeunesse. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot de corruption ? Il faut revenir à Socrate, n'est-ce pas, qui est notre maître fondateur. Socrate a été condamné pour corruption de la jeunesse au sens suivant, au sens où il détournait les jeunes du culte des dieux de la cité, il les détournait des règles du jeu politique, hein, déjà. Il ne pensait pas beaucoup de bien de la manière dont fonctionnaient les assemblées, etc. Et donc il était considéré par ceux qui l'ont jugé comme détournant la jeunesse de son inscription dans le monde tel qu'il est. C'était ça exactement. Et comme c'était une société tout de même démocratique, mais fortement conservatrice en même temps, conservatrice de ses propres lois, Socrate a été considéré comme extérieur à la légitimité démocratique elle-même et condamné à mort à ce titre. Alors, quand je dis corrompre la jeunesse, je dis qu'au fond, les juges n'avaient pas complètement tort. C'est-à-dire que la tâche de la philosophie, c'est bien de s'adresser à la jeunesse dans des conditions qui incluent la possibilité d'une critique radicale du monde collectif, social et politique tel qu'il est. La philosophie ne peut pas hésiter à mener cette critique pour des raisons qui seraient des raisons finalement de conformisme social ou national. Et donc ça, c'est un héritage que nous avons reçu, et je pense que c'est ce qui a été toujours expliqué, qui continue à être expliqué comme la fonction critique de la philosophie, et que la philosophie désigne quand même la possibilité d'une vie différente de celle qui existe, vie qui serait plus clairement orientée vers des valeurs ayant une signification universelle, ayant une portée nationale,
que c'est pas très bien qu'elle soit gouvernée par des passions de type le nationalisme, l'hostilité aux étrangers, la volonté de réussir, l'équilibre du budget, etc. Que tout ça c'est très bien, mais que ça ne donne aucun sens à la politique en général. Et c'est voilà, c'est ça qui a été considéré par les austères citoyens d'Athènes comme de la corruption, au nom duquel ils ont fait boire à Socrate la ciguë. Un critique a remarqué que la différence entre Socrate et moi, c'est qu'il avait été condamné à mort et pas moi. J'ai trouvé cette critique un peu légère, parce que bon, bah, c'est peut-être une critique adressée au juge plutôt qu'à moi. Hein. Oui. Donc nous sommes ce soir sur une scène de théâtre. Votre séminaire se tient en ce moment au théâtre de la Commune à Aubervilliers. Vous avez écrit, je l'ai dit au début de l'entretien, des pièces de théâtre. Antoine Vitesse a mis en scène L'écharpe rouge, l'un de vos opéras. Donc que représente le théâtre dans votre vie, dans votre œuvre, et est-il vrai que vous vouliez être comédien? C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Peut-être d'ailleurs que je le suis devenu, malgré tout. Vous savez, le théâtre a été pour moi une rencontre bouleversante quand j'étais très jeune, vers 12-13 ans. Il y a eu d'abord l'apparition à Toulouse, qui était ma ville d'origine, d'une compagnie inspirée des idées de Villard sur le théâtre populaire, la compagnie qui s'appelait Le Grenier de Toulouse, qui a monté des spectacles qui m'ont frappé de manière étonnante, comme un nouveau théâtre, une nouveauté dans le champ du théâtre, une espèce d'adresse plus frontale au public, une sorte de simplicité, une déconstruction des vieux codes de la comédie, etc. Et par ailleurs, mon professeur de quatrième, auquel je rends hommage, vraiment, Max Pribaud, nous a introduit la classe dans le théâtre directement en montant des pièces. Et je suis devenu, avec beaucoup d'autres à cette époque, dans cet établissement scolaire, je suis devenu comédien. Et nous avons monté des pièces de Molière, La jalousie du Barbouillé, L'amour peintre, et puis finalement Les Faubourgs de Scapin, où j'ai eu droit au rôle titre. Je suis donc définitivement quelque chose comme Scapin aussi. C'est quelque chose qui est inscrit en moi. Et avec cela, la conviction que le théâtre, c'est ce lieu singulier où toutes les figures de l'humanité sont présentées et représentées dans leur jeu. Ça rend lisible le jeu social. Au double sens du mot jeu, c'est jouer, mais ce qui est joué est déjà en un certain sens un jeu dans la société avec ses personnages, ses figures, etc. C'est-à-dire que le théâtre est dans le théâtre l'élément d'un double jeu. Voilà. Et c'est ce double jeu qui est fascinant parce que il convient aussi à la philosophie, d'une certaine manière. La philosophie va tenter de montrer qu'on pourrait jouer autrement la vie individuelle et collective qu'on ne la joue, et donc elle doit elle-même présenter un peu, la philosophie, quelque chose comme ce double jeu, comme le jeu possible d'un autre jeu. Et donc il y a pour moi une complicité entre théâtre et philosophie, par quoi, comme vous savez, je romps là avec mon maître Platon, qui se méfiait beaucoup du théâtre. Se méfiait beaucoup du théâtre parce qu'il pensait que c'était le lieu de l'imitation, de l'imaginaire, de la passion déchaînée, etc. Mais je crois qu'il se trompait. Il n'avait peut-être pas reçu, comme moi plus tard, les enseignements de Brecht pour rectifier son erreur, mais il se trompait parce qu'il n'avait pas vu que le jeu au théâtre est pris toujours dans une distance qui permet de l'évaluer à la fois comme réel et comme jeu du réel. Et de ce point de vue-là, il a une fonction didactique essentielle. C'est bien que, et il est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, j'envisageais réellement d'être comédien. Et donc le théâtre est resté lié à ma vie et n'est pas entré en contradiction avec la philosophie. Au contraire, il l'a animé de l'intérieur. Et vous continuez à écrire du théâtre? Oui, j'ai d'ailleurs écrit récemment une pièce qui a été diffusée à France Culture, qui s'appelle Le second procès de Socrate. Et dans l'unique représentation de cette pièce, c'était une pièce radiophonique, donc elle était enregistrée, et elle a été jouée une seule fois dans le grand studio de la Maison de la Radio. J'ai eu le plaisir de jouer Socrate, qui n'est pas rien tout de même.
Et je crois que l'un de vos rêves consisterait à porter à l'écran la vie de Platon dans une super production hollywoodienne, un péplum. Et vous pensiez, je crois, à Brad Pitt pour le rôle de Platon et à Sean Connery et non vous-même pour celui de Socrate. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité? Il est toujours d'actualité, il n'a pas beaucoup avancé, mais par ma faute uniquement, parce qu'avant toute chose, il faut évidemment que je puisse présenter, si possible en langue anglaise, un script complet de la vie de Platon. J'ai écrit quand même 7 scènes sur un plan général qui en comporte à peu près 24 ou 25, donc j'ai encore du travail devant moi, mais j'ai bien l'intention de mener à bien ce script sur la vie de Platon, qui est très intéressante parce que, en réalité, sur la vie de Platon, nous savons presque rien. Donc, libre carrière est donnée à l'invention, à l'imagination, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes falsifiées sur la vie de Platon. Donc on peut reconstruire la vie de Platon de quel point de vue? Du point de vue de Platon lui-même, c'est ça qui est intéressant. De reconstruire la vie de Platon à partir des dialogues et en essayant de faire qu'il y ait quelque chose de perceptible de la figure philosophique de Platon dans le film qui, par ailleurs, doit être évidemment un grand péplum spectaculaire et non pas une production de 37e ordre, n'est-ce pas? Parce qu'on raconte que... Parce que il faut prendre au sérieux les anecdotes sur Platon. Par exemple, Platon, semble-t-il, enfin, c'est ce qu'on raconte, au retour d'un de ses voyages en Sicile, a été capturé par les pirates, emmené en Algérie, etc. Vous imaginez, on ne va pas représenter une bataille navale avec des moyens du type de petits bateaux dans un baquet. La philosophie mérite quand même des batailles navales dignes de ce nom. Donc mérite Hollywood. Exactement. Alors, convaincre Hollywood... J'ai toujours pensé que, au fond, Brad Pitt devrait accepter de faire pour rien gratuitement le rôle de Platon. C'est un tel honneur. J'ai évoqué ce petit livre, mais très, très dense et qui a eu beaucoup de succès, Éloge de l'amour. Je crois que c'est à ce jour votre plus gros succès éditorial. Il est traduit, le livre est traduit dans le monde entier. Comment, avec les quelques années de recul, vous analysez ce succès et qu'est-ce qui s'est joué pour votre philosophie et votre rencontre avec le public avec cet essai? Oui, d'abord, je voudrais dire qu'avoir du succès avec l'amour, c'est pas extraordinaire. C'est un must connu depuis longtemps. Hein. Ceci dit, il faut quand même dire un peu quelque chose d'un petit peu nouveau pour attirer l'attention. Hein. Et en fait, il y avait longtemps que je soutenais qu'avec la science, avec l'art, avec la politique d'émancipation, l'amour était ce que j'appelais un des registres de la vérité. Alors, quelle vérité dans l'amour? C'était ça que j'essayais d'expliquer dans ce petit livre. Eh bien, je disais, c'est la vérité de la différence. C'est-à-dire que l'amour, c'est l'acceptation dans sa propre vie de la présence de quelqu'un d'autre qui est infiniment différent de vous, parce que deux personnes sont toujours infiniment différentes l'une de l'autre. Et donc je disais, l'amour, c'est ce qui surmonte le défi de l'altérité de façon radicale. Non sans difficulté, non sans désordre, non sans tempête, voire non sans drame, mais néanmoins, c'est son processus. Et je disais, l'amour, c'est le monde expérimenté, non pas du point de vue de l'un, mais du point de vue du deux. C'est le monde reconstruit, refait, réexpérimenté à partir du fait qu'on est deux et non pas un. Et c'est dans cette acceptation ultime d'une altérité interne à votre propre existence que se joue le procès de l'amour. Et donc je disais, l'amour, au fond, philosophiquement, c'est ce qui fait vérité de la différence. Non pas en disant, la différence, c'est la différence, mais en montrant que la différence est créatrice. Que quand vous êtes avec quelqu'un dans la relation d'amour, c'est toute la relation au monde qui se modifie et qui s'organise autrement. Alors c'est ça, j'ai essayé d'expliquer ça dans ce petit livre, dans un dialogue avec Nicolas Truong qui a eu lieu à Avignon. Et j'ai constaté alors effectivement qu'il
il y avait un public très important pour ce genre d'idées, un public très important qui d'abord accordait au livre la thèse qu'il soutient que, à cet égard, l'amour est menacé aujourd'hui. Il est menacé aujourd'hui parce qu'il n'est pas compatible véritablement avec l'individualisme concurrentiel que réclame notre société pour y être un vainqueur acceptable. Puisque l'amour consiste à accepter absolument, d'une certaine façon, la figure de l'autre dans votre propre vie, il soumet votre individualité elle-même à une épreuve qui est l'épreuve de l'altérité, et non pas l'épreuve du succès personnel et de la victoire sur les autres. Il y a donc une incompatibilité secrète entre l'amour et le monde d'aujourd'hui, et je me suis rendu compte que ceci était sans doute une inquiétude un peu répandue, même si elle n'était pas éclairée comme je le fais ici, mais c'est une inquiétude assez répandue, dire finalement l'amour, quelle est sa place? Est-ce que c'est pas un danger plutôt? Est-ce que une vie amoureuse, est-ce que c'est vraiment possible? En plus, vous savez que la moitié des couples divorcent au bout de quelques années, etc. Donc, de même qu'il y a une crise de la poésie, il y a une crise de l'amour, et d'ailleurs Rimbaud aussi constate cette difficulté, cette crise de l'amour. Alors ça préoccupait beaucoup de gens, parce qu'après tout, la rencontre amoureuse et le destin amoureux, c'est une expérience pratiquement universelle. Et donc sa difficulté éventuelle, ou l'idée que finalement, mieux vaut ne pas voir si profond, que mieux vaut finalement un accord. Et je critiquais au passage les procédures de rencontres organisées. Voilà. Consiste à dire, on va vous trouver celui qui vous ressemble tellement que vous n'aurez pas accepté vraiment l'autre en vous-même. Là, celui qui va vous convenir, celui qui a les mêmes goûts, la même figure, et qui aime les mêmes voyages, et vous pourrez avec lui aller en Thaïlande, il sera d'accord pour aller en Thaïlande, etc. Et ça, c'est mythique et tout ça. Oui. Et alors je le critiquais en disant, ça, les véritables histoires d'amour ont toujours été le contraire de ça. Elles ont toujours été l'épreuve d'une différence essentielle et le tracé d'une vie qui tenait compte, qui intégrait cette différence essentielle. Si ça devient un contrat amiable avec avantage réciproque, autant le signer d'avance et dire oui, d'après ce que je vois, d'après le portrait qu'on m'a donné sur Internet, je prends celle-là ou celui-là. Et ça, je pense que c'est un symptôme de la crise d'amour, et parce que c'est quoi? Ben, ça revient finalement à traiter cette affaire comme on traite l'acquisition d'une marchandise, c'est-à-dire selon un principe de convenance pour votre satisfaction commerciale. Hein. Alors, pour répondre exactement à votre question, j'ai été très frappé en effet du succès de ce livre en me disant j'ai touché juste là sur un point qui était d'une part une certaine maintenance quand même du goût de l'amour. Et l'idée que s'il est menacé, s'il peut disparaître de la vie sociale, ce serait quand même une grande perte pour beaucoup de vies déjà par ailleurs solitaires et désorientées. Et alors encore jusqu'à aujourd'hui, quand je fais des signatures, beaucoup de gens viennent faire signer Éloge de l'amour, et presque toujours ils le font signer pour leur conjoint. C'est-à-dire vous me le dédicacez, arrive Alfred, mettons, et dit vous me le dédicacez pour Brigitte. Ou réciproquement, encore plus souvent réciproquement. C'est-à-dire la grande force qui soutient la puissance de l'amour reste féminine, je crois. J'ai soutenu aussi cette thèse, qu'il y a des raisons essentielles et non pas secondaires à ce que les femmes soient la grande armée de l'amour. Parce que ce sont elles qui portent cette aventure dans la durée davantage, ou, enfin pourquoi? Je crois que c'est parce que en tant qu'elles ont été pendant longtemps dans le vieux monde hiérarchique le symbole de l'altérité, hein, puisque au fond l'humanité était masculine pour une raison essentielle, c'est que Dieu lui-même était masculin. Alors, a fortiori, l'humanité. Tu représentais Dieu avec une grande barbe. Dieu ne se rase pas tous les matins.
Et alors, cette symbolique de l'humanité qui faisait, fait depuis, on peut le voir dans les textes, que l'élément d'altérité était du côté féminin, et au point qu'un de mes maîtres, Lacan, a dit que, prenant le mot grec pour dire autre, c'est hétéros. Et alors, il avait proposé de dire hétérosexuel quiconque aime les femmes, n'est-ce pas? Qu'il soit homme ou femme, n'intervenez pas dans cette affaire. Quiconque aime les femmes est hétérosexuel, quiconque aime les femmes aime la différence. Et alors, je pense qu'il en reste ceci, que les femmes sont plus ouvertes à cette question de la différence, qui leur a été infligée pendant longtemps, dont elles ont été en partie victimes, mais qui demeure comme retournée, en quelque sorte, comme une valeur positive, une valeur d'accueil de la différence, de construction du monde à partir de la différence. Elles y sont plus destinées que les hommes, toujours plus conservateurs de leur propre identité, malgré tout. Mais il faut qu'ils changent. Voilà. Mais merci beaucoup Alain Badiou. Je pense que la salle, le public a de nombreuses questions à vous poser. Donc c'est maintenant à vous de vous emparer des micros et d'interroger Alain Badiou sur les sujets qui vous intéressent, qui vous questionnent. Allez, il faut qu'il y en ait une et ça suivra après. Peut-être oui, madame au fond à droite. Oui, bonjour. Vous parliez tout à l'heure au niveau des choix politiques de votre non-vote, que je partage avec vous puisque je n'ai jamais voté non plus. Peut-être lever la main qu'on puisse vous voir. Voilà, on voit pas très bien. Je n'ai jamais voté non plus. Enfin, vu je commence à être concernée par le grand âge, senior. Et je voulais savoir, pour vous, une des solutions pour changer la situation à ce niveau-là, ce serait quoi? Il n'y a pas vraiment en France, en tout cas, de grands mouvements alternatifs qui émergent, contrairement à certains autres pays européens. Symboliquement, le vote blanc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais plus, juridiquement, je ne sais pas si par exemple 90% des Français votaient blanc. Je ne sais pas si ça annule un vote, je ne sais pas. Voilà, bon, c'est une question parmi d'autres. Et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes, la jeune génération à ce niveau-là, par exemple les prochaines élections? Qu'est-ce que vous conseillez comme attitude, non pas strictement par rapport à l'acte de vote, mais au sein du contexte de cette campagne qui aura lieu, quel type d'attitude, de comportement, d'action vous leur conseilleriez pour s'assurer d'un avenir différent? Merci pour votre question. Allez-y, Alain Badiou. Oui, c'est une question tout à fait difficile parce que là, autant la possibilité critique peut être un parti aux philosophes, autant la question des mouvements réels, la question de ce qui peut animer la jeunesse à un moment donné, de ce qui peut la jeter dans l'action, ça relève dans ma philosophie, j'appelle un événement, qui est précisément quelque chose de largement imprévisible. Et même une partie de sa force est dans le fait que ça n'est pas prévu. En réalité, quand on regarde de près les grands mouvements populaires qui ont été créateurs, y compris pendant la Révolution française ou mai 68, ou une partie des soulèvements du printemps arabe, etc., on s'aperçoit que c'était réellement de l'ordre de l'imprévisibilité. C'est-à-dire ça part d'incidents souvent très restreints et la propagation de tout ça demeure en réalité mystérieuse. Et personnellement, je pense que les poussées historiques décisives qui ne sont pas constitutionnelles, réglées par les partis et les élections, mais qui surgissent de la figure populaire elle-même, ont pour essence de ne pas être calculables, organisées vraiment, mais procèdent par contagion, instinct, invention, création. Et donc ce serait très, très,
très fallacieux de ma part de prétendre avoir une loi de ça. Parce que j'en accepte au contraire le côté sans loi, le côté illégal, le côté imprévisible. Mais ce que je pourrais dire simplement, c'est que je crois en effet qu'une partie de la jeunesse pourrait porter un mouvement de détachement par rapport à l'ordre constitutionnel établi, c'est-à-dire faire savoir qu'il est en dissidence par rapport à ce régime de la déception ininterrompue, de la fausse alternative entre la droite et la gauche, etc. Évidemment, avec toujours le risque qu'on mettra tout de suite en avant. Ah oui, mais si c'est comme ça, vous allez faire élire Marine Le Pen. Non. Oui, ben on ne peut pas indéfiniment être commandé comme ça par les risques négatifs que font courir les affirmations réelles. Parce que si on fait comme ça, on ne fait jamais rien, on est constamment terrorisé. Donc je serais plutôt dans la ligne de ce que vous proposez, c'est-à-dire que naisse au fond en France quelque chose comme un réseau de désobéissance civile, appelons-le comme ça. Quand j'étais en Argentine, une fois, j'avais assisté à quelque chose de cet ordre, parce qu'en Argentine, le vote est obligatoire. Précaution, pas intéressant. Si vous ne votez pas, hop, l'amende. Donc le vote est obligatoire. Et donc, il y avait des jeunes, étant donné qu'on leur proposait des candidats tous abominables, n'est-ce pas, qui avaient décidé de ne pas voter dans une organisation collective de leur non-vote. Et pour ça, ils s'étaient tous donné rendez-vous dans une ville très très éloignée de Buenos Aires. Et parce qu'ils étaient tous de Buenos Aires, ils étaient allés très très loin dans le sud de l'Argentine et ils avaient argué qu'ils étaient trop loin pour voter. De manière à ne pas payer l'amende, parce qu'ils avaient fait des papiers, on est trop loin pour voter, mais tout le monde savait qu'en réalité c'était une protestation contre le vote. Voilà, donc je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais je crois qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, que soit marqué dans la société, à un niveau massif et véritable, un scepticisme, appelons-le comme ça, par rapport à la procédure politique dominante. Merci. Une autre question? Peut-être le monsieur là devant. Juste. Oui. Là, vous pouvez lever la main pour que Alain Badiou. Oui, c'est pour que je puisse voilà, vous voir. Là. D'accord. Bonsoir. En fait, c'est dans la continuité de la question qui a été posée avant, dans ce que vous appelez la troisième forme du communisme qui pourrait être applicable. Est-ce que vous avez conscience du fait que le non-choix face à lequel est posé... Pardon, excusez-moi. La jeunesse est donc face à un non-choix au niveau du politique. Il y a une volonté d'instaurer, on le voit de plus en plus avec des associations, des unions au niveau artistique et tout ça, de s'imposer en collectif et en nombre, mais que la phase politique est non applicable. Et que donc la peur, par exemple, je disais, Marine Le Pen arrive au pouvoir, nous oblige à voter du coup contre notre gré. Est-ce que vous omettez dans l'homme, dans tout ça, la brutalité instinctive de l'homme qui a toujours venu souligner les révolutions et les changements justement intérieurs aux sociétés présentes? Et la question que vous soulignez, c'est évidemment la question de la violence en réalité. Hein. Et je pense qu'on ne peut pas l'éluder complètement. On ne peut pas l'éluder pour une raison. Évidemment, c'est une objection sérieuse parce que l'expérience montre que l'habitude de régler ou de dire, de prétendre qu'on règle les problèmes par la violence s'installe assez facilement. Elle s'est installée, par exemple, en Union soviétique, en réalité, dès la guerre civile. C'est la guerre civile qui a été la matrice de la violence, parce que c'est là que l'habitude a été prise par tous les camps et tous les participants de régler les problèmes par la violence, c'est-à-dire de désigner à chaque fois un coupable des problèmes qui étaient posés et de penser que la disparition de ces coupables était la solution du problème, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a une vraie question de la violence. D'un autre côté, il
faut quand même bien voir le monde comme il est. Le monde comme il est quand même dirigé par une aristocratie générale qui est fortement et très violemment décidée à ce qu'on ne touche pas à son système de privilèges et au monde tel qu'il est. Et une bonne partie, y compris des activités militaires des puissances occidentales, sous couvert de respectabilité humanitaire, est en fait absolument dirigée dans ce sens-là. Elle est dirigée de telle sorte que leurs intérêts fondamentaux ne soient nulle part mis en question de façon essentielle. Donc nous sommes dans un univers de violence. En réalité, il n'est pas vrai qu'il y a eu la grande violence des totalitarismes et la grande paix des démocraties. Ce n'est pas du tout comme ça. On le voit tous les jours. Rien que la France a, dans les dernières décennies, pratiqué en Afrique plus de 50 interventions militaires. Et c'était vraiment des interventions militaires. Et c'était pourquoi? C'était pour garder son précaré. Il faut dire ce qui est. Ce n'était pas pour d'autres raisons. C'est-à-dire c'était pour des motifs néocoloniaux de rapine et de pillage d'un continent tout entier. Alors, au regard de cette situation, je pense que ce qu'il faut avoir comme norme, c'est la violence minimale. C'est-à-dire, en fin de compte, la violence défensive. Cantonner la violence dans la figure défensive. Nous ne sommes pas partisans de la violence, mais si nous construisons quelque chose comme un univers pacifié et égalitaire quelque part, nous ne pouvons pas accepter qu'on le détruise par des interventions brutales extérieures. Donc, cette question doit être examinée à la lumière du fait qu'il y a des types de violences différenciées, que nous savons par le bilan des choses qu'il y a eu dans le communisme des violences absolument injustifiées, exorbitantes, et qui n'ont pas résolu les problèmes, puisque tout ça s'est effondré finalement, mais qu'un pacifisme intégral, à mon avis, n'est pas fonctionnel, parce qu'en politique, il y a des ennemis. C'est ça le problème. Et les ennemis, vous ne pouvez pas les convier à votre paix pacifiée. Les ennemis, ce sont des gens qui ont des intérêts extrêmement puissants, qui ont des moyens extrêmement puissants, et qui ne sont pas du tout décidés à tolérer la transformation du monde dans une dynamique égalitaire. Alors, on ne peut pas faire comme si les choses se passaient en réalité comme elles se passent en démocratie, parce qu'elles se passent en démocratie sous la condition qu'en réalité tout le monde soit engagé dans le même principe général. C'est pour ça que c'est la déception continue. C'est que, en fin de compte, quelles que soient les paroles prononcées par ceux qui se présentent aux élections, quand ils sont au pouvoir, ils sont obligés de jouer le jeu dominant. L'exemple le plus spectaculaire récemment, c'est celui de Syriza en Grèce. C'était en effet une formation qui émanait d'un mouvement populaire extrêmement réel, etc., etc. Mais dès que Tsipras a été au pouvoir, il s'est rendu compte, tout simplement, que dans les conditions où il se trouvait, il devait faire comme tout le monde. C'est-à-dire accepter, en définitive, la continuation de l'austérité, les lois que lui dictait la bureaucratie européenne, etc. Par conséquent, il y a bien un moment où il faut cesser d'accepter cette règle du jeu. Et si vous rompez avec cette règle du jeu, vous entrez dans une dissidence qui doit trouver ses moyens politiques et qui sera quand même soumise à des pressions très fortes. D'accord. Une autre question ? Oui. Bonsoir. Monsieur. Vous avez évoqué, madame et vous, Alain Badiou, les 4 conditions de la philosophie. Ce que vous appelez les 4 conditions de votre philosophie, la rencontre amoureuse, la création artistique, la découverte scientifique, la politique d'émancipation. Il y a une chose qui m'intrigue dans vos écrits de ces 10 dernières années, c'est que vous avez publié, sauf erreur de ma part, je crois, le premier L'éloge à l'amour. Il y a eu cet éloge, on en a parlé, on vous en avait parlé. Il y a eu, je crois, l'éloge du théâtre qui été publié ensuite, le dialogue toujours avec Avignon, la même chose, un éloge des mathématiques, qui est, je crois, le plus récent, et curieusement, me semble-t-il, alors que la figure, un peu le stéréotype vous concernant, le révolutionnaire, le maoïste, etc., l'éloge de la politique d'émancipation, sauf oubli de ma part, vous ne l'avez toujours pas publié. Alors, est-ce que c'est en cours, ou est-ce que ce n'est pas l'indice d'une difficulté particulière ? Voilà. Pour être tout à fait honnête, je vous dirais qu'il y a des deux, vraiment. C'est-à-dire que c'est en cours depuis longtemps, puisque j'avais même proposé que dès cette année, à Avignon, il puisse y avoir
un dialogue avec Nicolas Truong portant sur éloge, dont le titre aurait été éloge de la politique. Ça n'a pas pu se faire, de sa part, pas de la mienne. J'ai éprouvé un sourd contentement de ne pas le faire, c'est vrai, et je lutte contre ce contentement intérieurement en me demandant quelle est sa cause. Et sa cause est que pour faire un éloge de la politique, il faut en un certain sens parler aujourd'hui d'une politique qui n'existe pas. Ce n'est pas la même chose que pour le reste, parce que de l'art il y en a, de l'amour il y en a, des mathématiques il y en a, mais de la politique, en un certain sens, je dirais aujourd'hui, c'est pas du tout une thèse, aujourd'hui, à certains égards, la politique n'existe, je dirais, pas encore tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des forces historiques. J'ai, par exemple, les grands rassemblements sur les places publiques qui ont eu lieu dans le monde arabe, à Wall Street, à Hong Kong, et finalement aussi à Paris, manifestent tout de même un symptôme de mouvement dans l'histoire. J'ai appelé ça un réveil de l'histoire, mais ce réveil de l'histoire, à mes yeux, n'est pas encore un réveil de la politique. Parce que la politique proprement dite qui pourrait émerger de tout cela n'a pas été encore inventée, ou quand elle a été inventée, elle a pris la forme de Syriza ou de Podemos, c'est-à-dire, à mon avis, d'une nouvelle social-démocratie parlementaire, plus à gauche que la précédente, qui est complètement usée. Voilà. Et donc c'est une relève, c'est beaucoup plus une relève qu'une invention. Voilà pourquoi j'ai une difficulté que vous avez pointée concernant l'éloge de la politique, parce que l'éloge de quoi exactement? Ça risque d'être l'éloge de la politique désirée, ou l'éloge de la politique future, ou l'éloge de l'incertitude politique contemporaine, et c'est assez complexe. Ça n'est pas du tout... Ça, je le sais parce que j'ai traversé subjectivement des épreuves. J'aurais eu à écrire un éloge de la politique, mettons, dans les années 70, j'aurais su ce que j'aurais à dire de façon tout à fait explicite. Aujourd'hui, il est vrai qu'en réalité, il y a une crise de la politique. Pas seulement de la politique parlementaire, mais de la politique en tant que telle. De qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est que la politique est devenue une question en partie obscure et que nous devons réinventer ou recréer. Voilà pourquoi Éloge de la politique, qui est le livre clé des 4, celui qui en un certain sens commande les autres, n'est pas encore écrit, mais je me résignerai à l'écrire finalement lorsque j'aurai clarifié complètement, à mes propres yeux, hein, peut-être que d'autres ont une idée claire là-dessus, mais quand on aura clarifié complètement à mes propres yeux, la nature exacte de la crise de la politique contemporaine, qui ne se réduit pas, me semble-t-il, qui n'est pas complètement analysée lorsqu'on parle simplement de l'échec des États socialistes ou des choses de ce genre, qui sont évidentes, hein, parce que ça c'est le négatif de la chose. Et qu'est-ce qui manque positivement à la politique aujourd'hui pour s'affirmer ou exister comme réelle politique d'émancipation? On pourrait considérer peut-être que cet éloge est présent en creux, en tout cas, dans la série que vous avez nommée Circonstances, qui reprend vos textes politiques aussi, peut-être. Oui, mais je pense que ça n'est pas encore, au fond, ce qui était demandé par monsieur, oui, c'est-à-dire l'éloge de la politique comme synthèse, c'est-à-dire comme subjectivité, soutien d'une subjectivité nouvelle qui pourrait prendre la forme de l'engagement politique. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il ne faut pas nommer une phase? Est-ce qu'il ne faut pas nommer une phase qui précède la phase où on aurait trouvé telle autre forme de politique, qui est la phase dans laquelle nous sommes maintenant, et que d'aucuns nomment explicitement une période de transition dans laquelle nous sommes, une période de mutation. Mutation de quoi? Quand on dit mutation, en fait, il s'agit bien de valeurs. Et
pour reprendre les critères que vous avez, les concepts qu'on a employés jusqu'à présent, que vous avez employés, la mutation, elle est par rapport à ce concept de la concurrence, dont on va dire que c'est un principe masculin, c'est « pousse-toi de là que je m'y mette ». Et qu'est-ce qui fait l'alternance par rapport à ce concept-là? C'est explicitement dit par toutes les associations, tous les mouvements qui sont en train d'agir, en tout cas en France, c'est la coopération, le principe de coopération. Voilà le principe féminin, qui n'est pas seulement chez les femmes, qui est chez tout le monde, mais qui doit prendre la relève du principe de concurrence. C'est une chose explicitement dite par tous les gens qui écrivent des petits livres, petits ou gros, sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans tous les mouvements, Notre-Dame-de-Lande, Nuit debout, etc., etc. Des mouvements qui s'appellent pour une transition citoyenne et qui, pour ce qui est d'émettre des principes politiques au nom de cette valeur, qui s'appelle le pouvoir aux citoyens. C'est en même temps une question, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne caractérisation? Et est-ce que ça peut être actuellement ce dont il faudrait parler? Essayer de décrypter, de rassembler ce que nombre de personnes font, de faire une cartographie de toutes les initiatives qui témoignent de vouloir donner le pouvoir aux citoyens localement, le pouvoir local au lieu du pouvoir global, etc. Je pense que vous me comprenez. Oui. Allez-y, Alain Badiou. Ben voyez-vous, je pense que ces expérimentations, que je salue hein, vraiment, et je sais leur nombre, leur variété, etc., à mes yeux, selon mes critères, sont encore infrapolitiques. Et elles le sont pour une raison d'autant plus forte que leur localité, leur localisation n'est absolument pas à la mesure du monde tel qu'il est. Pour une raison essentielle, c'est que la scène politique dans le monde qui est le nôtre doit absolument être mondiale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la scène du capital est mondiale. Les premiers internationalistes aujourd'hui sont nos maîtres. L'aristocratie concentrée qui régente à peu près 80% de tout ce qui se passe, et qui laisse quelques restes aux associations, c'est une aristocratie internationale, absolument, qui est aussi à l'aise à Shanghai qu'à New York, qu'au Maroc. Donc, la question qui est la nôtre, c'est la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une organisation politique mondiale? Et ça, c'est une question que nous ne pourrons pas éluder. Il est très frappant de voir que c'était déjà la position de Marx. Et Marx, quand il a voulu faire passer de l'analyse générale du capitalisme installé à la politique, a dit, eh ben, ce qu'il faut créer, c'est une internationale, tout de suite. Et il a eu la phrase quand même frappante, saisissante, et dont nous sommes si loin, les prolétaires n'ont pas de patrie. Alors les prolétaires n'ont pas de patrie, ça voulait dire la politique n'a pas de patrie. La politique doit être internationale ou ne sera pas. Et d'ailleurs, l'échec des internationales successifs ont été des échecs sur la concurrence nationale et sur les identités. Par exemple, comment mener aujourd'hui un combat frontal contre ce qui est en train quand même de gagner du terrain, il faut bien le dire, c'est-à-dire la subjectivité identitaire, qui est en train de gagner du terrain tous les jours, beaucoup plus que ne le fait l'attitude coopérative. La preuve, c'est que pour cueillir des voix, toutes les forces politiques font la cour à la logique identitaire aujourd'hui, à la logique sécuritaire par-dessus le marché. Or ça, c'est parce que tout ça est confiné, reste confiné dans des espaces identitaires qui sont des espaces clos et que est pratiquement interdite une vision principielle et mondiale de l'espace politique. Or c'est une des raisons pour lesquelles l'éloge de la politique est très difficile à écrire aujourd'hui, parce qu'il faudrait d'abord avoir au moins une idée préliminaire des chemins par lesquels peut se constituer aujourd'hui une véritable internationale. Une internationale qui ne soit pas même une mosaïque de nations, comme étaient encore les vieilles internationales, une internationale qui penserait les choses à échelle planétaire. Si vous prenez le problème des réfugiés, ça n'a pas de sens de l'enfermer en tant que problème français ou même européen. Le problème des réfugiés, c'est le problème de la guerre en Syrie.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez sur la guerre en Syrie? Quelle est la position que vous prenez sur la guerre en Syrie? Les problèmes politiques, ce sont des problèmes de cet ordre. Et à mon sens, aujourd'hui, on est... Alors, j'accepterai votre formule. On est dans une période de transition vers la politique. Toutes les expériences sont à cet égard intéressantes, mais il ne faut pas perdre de vue que cette fois-ci, le cadre effectif et actif de la politique ne peut pas être les pays et la nation. Pour être à hauteur de l'oligarchie capitaliste, qui est quand même le système de maîtrise véritable de l'univers que nous connaissons, il faut, à minima, que l'organisation de la politique soit mondiale. D'accord, ben merci beaucoup Alain Badiou. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Vous pouvez retrouver Alain Badiou dans la librairie pour vous faire dédicacer pour vous ou vos conjoints ou conjointes ces ouvrages. Merci à vous, bonne soirée.